je sais que le thème de l'après-midi, c'est des problématiques long terme, et donc j'ai essayé de coller au thème. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui mélange long terme et court terme, si ce n'est que pour moi, le long terme, ça va être, on va dire, 3-4 ans maximum, et le court terme, c'est quelques secondes. Et le but, c'est d'essayer d'un peu comprendre, dans un cadre très particulier, comment est-ce que les comportements court terme peuvent permettre d'expliquer ce qu'on voit à long terme. Et donc ce cadre, c'est le cadre des modèles de type Raf Volatility, et en particulier le modèle Raf-Eston. Donc c'est quelque chose qu'on a fait avec plusieurs personnes liées aux chaires de l'ILB, notamment la chaire risque financier, en particulier Omar El Heuch, qui est étudiant en thèse à l'école polytechnique, et puis Jim Gazo. Alors, donc le point de départ, c'est les mathématiques financières, et c'est un des modèles les plus standards en mathématiques financières, qui est le modèle de Heston. Donc qu'est-ce que c'est que le modèle de Heston? C'est un modèle où le prix de votre actif ST suit cette dynamique-là. Alors qu'est-ce que c'est que cette dynamique? Vous avez un premier mouvement brownien ici, et puis vous avez que la volatilité du prix, donc le coefficient qui est devant le mouvement brownien, suit lui-même un processus stochastique. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle à volatilité stochastique, puisque la volatilité, c'est-à-dire la variation du mouvement brownien, cette volatilité est elle-même stochastique et elle est dirigée par un deuxième mouvement brownien ici. Donc c'est le modèle de Heston, c'est probablement le modèle à volatilité stochastique le plus traditionnel et le plus utilisé sur les marges. Donc la volatilité dans le modèle de Heston, elle suit ce qu'on appelle un modèle CIR. Pourquoi est-ce qu'on aime bien ce modèle CIR? Tout simplement parce qu'il permet à la volatilité de rester positive, et puis on aime bien avoir une volatilité qui reste positive, c'est plus en ligne avec ce qu'on observe sur le marché. Donc pourquoi est-ce que les gens aiment bien ou aimaient bien le modèle de Heston? Il y a plusieurs raisons à cela. Le premier, c'est que ce modèle-là, le modèle de Heston, il reproduit relativement bien un certain nombre de statistiques des actifs financiers. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont assez standards sur les actifs financiers d'un point de vue statistique que vous arrivez à reproduire avec le modèle de Heston. Donc par exemple, comme tous les modèles à volatilité stochastique, vous avez des queues de distribution qui sont plus épaisses que la gaussienne, donc ça fait mieux que Black-Scholes. Vous êtes capable de reproduire l'effet levier, c'est-à-dire une corrélation négative entre les accroissements du prix et ceux de la volatilité. Donc comment est-ce qu'on met l'effet levier? Il suffit simplement de corréler les deux mouvements browniens qui sont ici. Et puis en termes de surface de volatilité, donc si vraiment on parle en termes de prix d'option, le modèle de Heston est un petit peu plus raisonnable que le modèle de Black-Scholes en termes de prix d'option, au sens où la nappe de volatilité implicite, c'est-à-dire si vous regardez les prix des actifs financiers, des produits dérivés dans le modèle de Heston, les prix des produits dérivés dans le modèle de Heston sont un peu plus compatibles avec ceux que vous observez sur le marché que si vous faisiez simplement le modèle de Black-Scholes. Et puis en fait, je pense que la vraie raison pourquoi est-ce que les gens aiment le modèle de Heston en pratique, parce que dans le modèle de Heston, il y a des formules explicites. Alors c'est probablement pas un bon argument, mais je pense que c'est ce qui se passe en pratique. Dans le modèle de Heston, il y a des formules explicites, et ce qu'on peut calculer explicitement, c'est la fonction caractéristique du log prix. Donc dans le modèle de Heston, il y a une formule explicite pour la fonction caractéristique du log prix qui s'appelle la formule de Heston, et c'est probablement pas un bon argument, mais en pratique, c'est une des raisons qui a fait le succès du modèle de Heston. Voilà, donc ça c'est le premier point, mais depuis quelques années, il y a quelque chose qui est maintenant acquis, c'est que la volatilité est RAF. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la volatilité est RAF? Pour résumer, ça veut dire que si vous regardez dans les yeux une trajectoire de volatilité, le processus de volatilité, il est beaucoup plus irrégulier que ce que vous obtiendrez dans un modèle de type Heston. Si vous prenez un modèle comme Heston, vous regardez la volatilité, elle est dirigée par un mouvement brownien. Et donc en gros, si vous tracez votre volatilité, la régularité, au sens régularité des fonctions, c'est la même régularité qu'un mouvement brownien. Donc c'est quelque chose de pas très régulier, mais bon, de pas très régulier comme un mouvement brownien. Si vous faites de vraies statistiques un peu propres, ce que vous voyez, c'est que la volatilité, elle n'est pas très régulière, mais elle est encore beaucoup moins régulière que le mouvement brownien. Donc en termes mathématiques, le mouvement brownien, il a une régularité 1,5. Si on mesure ça en termes de norme de Hölder, la régularité, c'est 1,5. Ce qu'on observe, et c'est systématique, c'est qu'en pratique, la régularité de la volatilité, elle est plutôt d'ordre de grandeur 0,1. D'accord ? Elle est plutôt d'ordre de grandeur 0,1. Et cette régularité d'ordre de grandeur 0,1 de la volatilité, c'est quelque chose de presque universel, au sens où on ne connaît pas, on n'a pas vu d'actif pour laquelle ceci n'était pas vérifié. Et quand je dis nous, en fait, c'est pas nous. Il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets-là. Ils ont étudié plus de 5000 actifs. Et sur ces 5000 actifs, ils ont toujours trouvé un comportement de ce type très irrégulier pour la volatilité. Voilà. Donc, on a envie de dire la volatilité est très irrégulière.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour modéliser une volatilité très irrégulière? C'est simple, en fait. Au lieu d'utiliser un mouvement brownien, d'accord, au lieu d'utiliser le mouvement brownien comme dans le modèle de Heston pour la volatilité, on remplace le mouvement brownien par ce qu'on appelle un mouvement brownien fractionnaire. Donc, qu'est-ce que c'est que le mouvement brownien fractionnaire? C'est une extension du mouvement brownien. C'est un processus gaussien à accroissement stationnaire, mais évidemment pas indépendant, sinon vous auriez un mouvement brownien. Et c'est un processus gaussien qui est paramétrisé par un indice qui s'appelle l'indice de Hurst et qui est noté par H entre 0 et. Donc ce processus gaussien, paramétrisé par H, il partage beaucoup de similarités avec le mouvement brownien classique. En particulier, vous avez la propriété d'autosimilarité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regarde un brownien fractionnaire sur l'intervalle de temps 0 grand T, et puis que ma trajectoire, je la comprime, je la mets sur 0,1, si je multiplie par la bonne constante, je vais retrouver encore un brownien fractionnaire. D'accord? Donc j'ai la propriété de scaling. Si je regarde le brownien fractionnaire sur 0T, si je la remets sur 0,1, évidemment, ça explose en espace. Mais juste si je multiplie par la bonne constante, je retrouve un brownien fractionnaire. Donc c'est cette propriété fractale qui est très connue pour le mouvement brownien. Vous l'avez aussi pour le mouvement brownien fractionnaire. Et en fait, la bonne constante avec le brownien fractionnaire, c'est A puissance H. Donc pour le mouvement brownien classique, c'est racine de A. Pour un brownien fractionnaire, c'est A puissance H. En particulier, de là, on voit que si H égale 1,5, donc je vous ai dit que H est entre 0 et 1, si H égale 1,5, le brownien fractionnaire, c'est juste le brownien classique. Alors qu'est-ce que c'est que cet indice H pour le brownien fractionnaire? En fait, cet indice H, il vous donne exactement la régularité des trajectoires du brownien fractionnaire. Donc le mouvement brownien fractionnaire d'indice de Hurst H, il est H moins epsilon Hölder. D'accord? Donc ce H, c'est vraiment la régularité des trajectoires pour le brownien fractionnaire. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est un H de l'ordre de grandeur de 0,1. D'accord? Puisqu'on trouve ça sur les données, empiriquement, on trouve H de l'ordre de grandeur de 0,1. Donc c'est ça qui va nous intéresser pour le brownien fractionnaire. Donc c'est un processus gaussien, donc vous avez ce type d'égalité. Et puis dernier point, comment est-ce qu'on construit un brownien fractionnaire? En fait, un brownien fractionnaire, ça se construit assez facilement à partir d'un mouvement brownien. Donc il y a un moyen de le faire, il y a plusieurs moyens de le faire. Le moyen le plus standard, c'est la représentation de Mandelbrot-van Ness, qui consiste à faire la chose suivante. On va oublier la deuxième intégrale pour cet exposé, elle n'est pas très importante. L'idée, c'est que vous partez d'un mouvement brownien et vous intégrez le mouvement brownien contre ce noyau T-S puissance H-1,5. D'accord? Et donc vous intégrez ce mouvement brownien contre ce noyau qui est dit un noyau de type Volterra, et ça vous fait un brownien fractionnaire. Donc en fait, le brownien fractionnaire, il se construit comme une intégrale par rapport au mouvement brownien classique. Mais attention, c'est une intégrale un peu compliquée au sens où c'est T-S puissance H-1,5. Donc en particulier, ça vous fait pas une martingale. D'accord? Puisqu'il y a le T-S. Vous n'avez pas juste une fonction de S, vous avez le T-S si vous intégrez de 0 à T. Donc voilà comment on construit un brownien fractionnaire. Donc, deux aspects. D'un côté, pour peut-être de mauvaises raisons, on aime bien le modèle de Heston. Et de l'autre côté, volatility is rough. D'accord? Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de construire l'intermédiaire entre les deux, de faire best of both worlds. On a envie de construire une version rough du modèle de Heston. Donc on veut faire une version rough du modèle de Heston, puisque ça nous permettra de reproduire les bonnes propriétés des modèles rough volatility. En particulier, je vous ai parlé que des propriétés statistiques, mais les modèles rough volatility vous permettent de reproduire quasiment parfaitement la surface de volatilité et sa dynamique. Donc en termes de pricing d'options et de couverture du risque, c'est très important. Donc on veut garder les belles propriétés des modèles rough, et idéalement, on aimerait bien avoir les belles propriétés du modèle de Heston. Et en fait, c'est quoi les belles propriétés du modèle de Heston? C'est des calculs explicites et très rapides. Alors, ce qu'on va faire, tout naturellement, je vais introduire une version rough du modèle de Heston. Comment est-ce que j'introduis une version rough du modèle de Heston? Je prends mon modèle de Heston classique, et simplement, je remplace le mouvement brownien classique dans le modèle de Heston par, vous voyez, l'intégrale de T-S puissance alpha-1 dBs. Rappelez-vous que le mouvement brownien fractionnaire, c'est cette intégrale de T-S puissance H-1,5 contre un brownien. Je fais exactement ça. Devant mon brownien classique dans le modèle de Heston, j'introduis ce noyau. Et donc mon modèle rough Heston, ça va être exactement la même chose que le modèle Heston classique, si ce n'est que j'ai mis ce facteur T-S puissance alpha-1. Donc vous voyez, mon alpha, ça va être une notation qui va être plus agréable. Donc alpha-1, ça correspond au H-1,5. Okay. Donc le modèle de rough Heston, c'est la même chose que le modèle Heston classique, si ce n'est que j'introduis ce noyau là qui explose devant le mouvement brownien classique. Et puis je le mets aussi dans le drift, parce que vous allez voir, c'est naturel de le mettre dans le drift. Mais le drift, c'est jamais très important, c'est vraiment ça qui compte. Donc ça, j'appelle ça modèle rough Heston. Et puis une petite généralisation, au lieu d'avoir un niveau de retour à la moyenne constant comme dans le modèle de Heston, je me permets d'avoir un niveau de retour à la moyenne qui est en fait une fonction déterministe. Okay, ça c'est juste une petite généralisation par rapport au modèle de Heston. Donc en résumé, le modèle rough Heston, c'est le modèle de Heston où j'ai mis ce noyau là, T-S puissance alpha-1
devant le mouvement brownien. C'est quoi l'intuition de ça? C'est parce que la construction du mouvement brownien fractionnaire, c'est un brownien avec un noyau de ce type-là devant. Donc c'est ça que je vais appeler le modèle Rapheston. Pour l'instant, je sais, sais même pas que ça existe, mais pour l'instant, c'est juste une définition formelle. Voilà mon modèle Rapheston. Bon, alors maintenant, j'ai envie de faire de la couverture de risque dans le modèle Rapheston. Donc comment on fait de la couverture de risque dans le modèle Rapheston? Je vais déjà me demander comment je fais de la couverture de risque dans le modèle de Heston classique. Donc dans le modèle de Heston classique, je vous dis, c'est le fameux résultat de Heston. Vous pouvez calculer la fonction caractéristique du log du prix. Donc la fonction caractéristique du log du prix, elle s'écrit comme cette exponentielle. Et vous pouvez montrer que la fonction h qui est ici, c'est une solution d'une équation de Riccati. D'accord? Ça, c'est le résultat de Heston. Ça se montre en une page à partir de la formule d'Ito et du fait que le modèle de Heston est markovien. Okay. Ça se montre en une page. Et ce qui est intéressant, c'est que l'équation de Riccati ici, vous avez même une solution explicite. D'accord? Donc ça, c'était le fameux papier de Heston en 93. C'est ça qui a fait le succès du modèle de Heston. C'est que vous êtes capable de calculer ça explicitement. Et une fois qu'on sait calculer la fonction caractéristique du log prix, on peut revenir au prix lui-même par des transformés de Fourier inverse. Et en plus, comme vous êtes dans un cadre markovien, le pricing, ça ne sert à rien sans la couverture, mais dans ce cadre markovien, vous avez aussi la couverture qui est explicite. Ça, c'est le modèle de Heston. Nous, on a le modèle Rapheston. Donc, c'est un modèle à base de brownien fractionnaire, c'est-à-dire pas de formule d'Ito, pas de propriété de Markov. Donc, comment est-ce que je peux faire pour donner un prix et comment est-ce que je peux faire pour couvrir mon portefeuille dans ce cadre-là, alors que je n'ai pas de formule d'Ito, je n'ai pas de propriété de Markov. Donc, je ne sais pas. Je peux essayer de faire du Monte Carlo. Le Monte Carlo, c'est difficile. C'est même très difficile dans le cadre du mouvement brownien fractionnaire, puisque le mouvement brownien fractionnaire, ses accroissements ne sont pas indépendants. Donc si vous avez besoin de faire du Monte Carlo précis, vous devez simuler des gaussiennes avec des accroissements non indépendants, très vite vous vous retrouvez à inverser des matrices qui sont énormes, donc c'est difficile de Monte Carlo. C'est pas impossible, il y a des schémas approximatifs, mais c'est difficile. Donc nous, on aimerait bien obtenir une formule explicite, un peu comme dans le modèle de Heston. Donc on n'est pas dans un cadre où la formule explicite, c'est juste pour faire joli. On est dans un cadre où on a besoin de formule explicite parce que le Monte Carlo, c'est difficile. Donc, on a envie de trouver une formule explicite dans le modèle de Rapheston. Et pour le faire, en fait, on va donner une interprétation microscopique du phénomène Raph volatilité. Donc, on va donner des fondements microscopiques au phénomène Raph volatilité. Et un corollaire de ça, ça va être la possibilité de donner une équation de type Heston pour la fonction caractéristique. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, ce que je souhaite, donc là, comme je vous ai dit, j'étais long terme. Mon modèle de Rapheston, c'est sur, je sais pas, je priceais une option maturité 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, je change complètement mon échelle de temps, je me mets très court terme. Ok, je me mets très court terme, je veux modéliser 1 heure de données, je veux modéliser 1 jour de données. Okay, je veux modéliser 1 jour de données. Ce que je veux faire, c'est avoir un modèle raisonnable sur 1 jour de données, où je vais être capable de mettre à l'intérieur de mon modèle les comportements classiques des traders sur l'échelle 1 jour, donc des traders typiquement haute fréquence, etc. Donc je veux mettre ensemble mes traders à l'échelle 1 jour et je veux montrer que le comportement long terme qui émerge de l'attitude court terme de mes traders, c'est un modèle de type Raph volatilité. D'accord? Donc là, je vais faire un modèle court terme, 1 heure, 1 jour, dans lequel je mets les comportements typiques des traders sur un horizon 1 heure, 1 jour, et je vais montrer que ce qui sort de ça, c'est justement Raph volatility, et en particulier le modèle de Rapheston. Donc il me faut un modèle qui est vraiment un modèle tick by tick, donc je veux modéliser tous les changements de prix, et je veux un modèle qui reproduit bien les caractéristiques empiriques les plus importantes des marchés modernes, en particulier dans le contexte du trading haute fréquence. Et je veux que ce modèle-là, il me fasse comprendre pourquoi est-ce que volatility is Raph, okay, pourquoi est-ce que j'ai un comportement Raph de la volatilité, je veux que mon modèle il me fasse comprendre ça, et en plus j'aimerais bien que mon modèle il me permette d'obtenir des formules de pricing du genre la formule de Heston. Et le pricing sans le hedging, ça ne sert à rien. Donc, je veux surtout aussi que mon modèle il me permette d'obtenir des stratégies de couverture. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai envie que mon modèle il soit capable de reproduire les caractéristiques empiriques importantes des marchés financiers aujourd'hui sur un horizon 1 heure, 1 jour. Donc, c'est quoi les caractéristiques empiriques importantes? J'en ai listé 4. La première, c'est que les marchés sont extrêmement endogènes. Alors qu'est-ce que ça veut dire que les marchés sont extrêmement endogènes? Ça veut dire qu'en fait, la plupart des ordres sur le marché n'ont pas d'intérêt économique. Ce que je suis en train de dire, c'est que la plupart des ordres sur le marché, c'est juste des algorithmes qui réagissent à d'autres algorithmes qui réagissent à d'autres algorithmes. D'accord? Donc une grosse proportion des ordres qu'on observe sur le marché, surtout dans le contexte trading haute fréquence, sont des ordres qui n'ont pas, on va dire, de fondamentaux économiques, qui sont juste là en réaction à d'autres ordres.
D'accord, ça c'est mon premier point, les marchés sont très endogènes. Ce qui est un truc, vous demandez à n'importe qui sur le marché, tout le monde va vous dire oui, c'est vrai. Okay. Donc première chose. Deuxième chose, c'est que si vous essayez d'ouvrir votre firme de trading haute fréquence aujourd'hui, vous aurez beaucoup de mal à gagner d'argent. Donc il y a des mécanismes du type non-arbitrage qui ont lieu sur les marchés à haute fréquence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, contrairement à ce qu'on croit, si vous ouvrez votre firme de trading haute fréquence aujourd'hui, vous n'allez probablement pas gagner d'argent. D'accord? Donc c'est difficile de gagner de l'argent à haute fréquence. Le marché est dans un sens bien arbitré à haute fréquence. Deuxième, fait stylisé. Pareil, si vous demandez à n'importe qui sur le marché, à part quelques-uns, on va vous dire oui, c'est vrai. Petite remarque, le temps de survie aujourd'hui d'un nouvel entrant haute fréquence sur le marché, c'est 6 mois. C'est difficile. Troisième faille, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, je trouve, c'est que acheter et vendre, c'est pas pareil, c'est pas symétrique. D'accord, sur un marché, acheter et vendre, c'est pas symétrique, mais ça c'est vrai dans la vie. Si vous achetez une voiture ou vous vendez une voiture, vous voyez bien que votre situation elle n'est pas complètement symétrique. Si vous achetez une voiture, vous allez peut-être vous permettre d'aller voir un peu plein de gens. Si vous vendez une voiture, vous avez peut-être absolument besoin de la vendre parce que voilà, vous avez besoin d'argent. Donc juste acheter et vendre, c'est pas symétrique, c'est quelque chose qu'on va mettre dans le modèle, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et le dernier point qui va être important, c'est que une bonne partie des ordres sur le marché, en fait, ils font partie de méta-ordres. Donc qu'est-ce que c'est un méta-ordre? Un méta-ordre, c'est un très gros ordre. Donc c'est-à-dire, vous voulez acheter, je ne sais pas, 50 millions d'actions. Donc si vous voulez acheter 50 millions d'actions, si vous achetez 50 millions d'actions, vous ne le faites pas en une seconde. Si vous achetez 50 millions d'actions, vous allez le faire peut-être entre 8h et midi. Vous allez découper vos 50 millions en petits bouts, et en tout, vous allez vendre votre 50 millions entre 8h et midi. Donc si vous faites ça, vous voyez bien que entre le premier petit bout d'ordre que vous avez mis à 8h et le dernier que vous avez mis à midi, ils font partie du même méta-ordre, ils font partie du même gros ordre. Donc il y a une espèce de connexion entre ces ordres-là, une espèce de mémoire. Le premier ordre à 8h, il est connecté au dernier ordre à midi. Donc ça, c'est des méta-ordres. Voilà mes 4 faits stylisés. Bon, et alors maintenant, je vais faire un petit modèle haute fréquence qui me permet d'inclure facilement ces faits stylisés. Et donc ce modèle, il va se baser sur les processus de Hawkes. Et en fait, il va se baser sur un processus de Hawkes en dimension 2, n plus n-. Donc qu'est-ce que c'est qu'un processus de Hawkes? C'est un processus de comptage. C'est-à-dire que n plus et n-, c'est une suite d'événements aléatoires. Et à chaque fois qu'il y a un événement, n+, il saute de 1. Okay, quand il y a un événement pour n+, et à chaque fois qu'il y a un événement pour n-, n-, il saute de 1. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un processus ponctuel, un processus de comptage. Maintenant la question c'est, je suis à l'instant t, quelle est la probabilité que j'ai un saut pour le processus n+, entre t et t plus dt? Quand je suis à l'instant t, quelle est la probabilité que n+, saute entre t et t plus dt? Cette probabilité elle est donnée par lambda plus dt. Donc lambda plus dt c'est quoi? C'est mu plus dt. Okay, si je m'arrête là, j'ai juste défini un processus de Poisson. À chaque instant, j'ai la même proba instantanée de sauter. Mais dans le processus de Hawkes, j'ajoute 2 termes. Donc ce premier terme, vous voyez l'intégrale de phi 1 de t-s dn+. Donc ça, comment vous pouvez voir cette intégrale? C'est la somme des phi 1. Donc toutes les fonctions phi ici sont des fonctions décroissantes. D'accord? Donc intégrale de phi 1 de t-s dn+, en fait, c'est la somme des phi 1 de t moins tau i. C'est quoi les tau i? C'est les dates des sauts passés de n+. Ok? Donc tau i, c'est les dates des sauts passés de e+, et je fais la somme des phi 1 de t moins tau i. C'est-à-dire qu'à l'instant t, je regarde les distances temporelles de mes sauts passés. Okay, je fais t moins tau 1, t moins tau 2, t moins tau 3, t moins tau 4. Et vous voyez que si t moins tau i est petit, ma fonction phi, elle est décroissante, donc phi 1 de t moins tau i va être grand. Okay, donc si t moins tau i est petit, phi 1 de t moins tau i va être grande. Et ma probabilité d'avoir un saut, c'est mu plus dt, plus la somme des phi 1 de t moins tau i dt. D'accord? Et donc, si t moins tau i est grand, ça veut dire que si t moins tau i est petit, ça veut dire que j'ai eu un saut très récemment. Donc si t moins tau i est petit, phi 1 de t moins tau i va être grand, donc ma probabilité de saut va être grande. Okay, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un processus auto-excitant. Si vous avez eu beaucoup de sauts récemment, vous allez avoir beaucoup de t moins tau i qui vont être petits. Des petits t moins tau i veulent dire des grands phi 1 de t moins tau i, et donc votre probabilité d'avoir un saut entre t et t plus dt est grande. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des processus auto-excitants. Beaucoup de sauts dans le passé ont tendance à provoquer des sauts dans le futur. Et puis en fait, c'est un Hawkes en dimension 2. Donc quand je suis à l'instant t, je regarde non seulement les tau i qui sont les dates des sauts passés. Pour n+, je regarde non seulement les tau i qui sont les dates des sauts passés de n+, mais je regarde aussi, je suis à l'instant t, je regarde les dates des sauts passés de n-. Et les sauts passés de n- ont une influence sur les futurs sauts de n+. Ils ont une influence à travers la fonction phi3, donc je regarde les phi3 de t moins tau tilde i. Et donc je suis à l'instant t, je regarde les dates des sauts passés de n+. Donc c'est un processus auto-excitant. Les sauts de n+,
engendre de nouveaux sauts de n+, et on dit aussi mutuellement excitant, au sens où les sauts de n- vont aussi avoir une influence sur les sauts de n+. D'accord? Donc petit modèle très simple. Ça va être quoi mon modèle de prix haute fréquence? Bah, ça va être juste n+, moins n-. Donc n+, c'est des sauts de 1 tick vers le haut, et n-, c'est des sauts de 1 tick vers le bas. Et mon modèle haute fréquence, c'est juste dire pt égale n+, moins n-. Et ça, d'un point de vue statistique, c'est un modèle qui a été bien étudié, c'est un relativement bon modèle haute fréquence. Okay, donc n+, c'est les sauts vers le haut, n-, c'est les sauts vers le bas. Processus de Hawkes. Pourquoi est-ce que les processus de Hawkes sont très agréables? Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en fait, pourquoi ce petit modèle est très agréable? Ce petit modèle est très agréable parce qu'il me permet de coder de manière très simple les 4 faits stylisés que je vous ai donnés. Okay, donc je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer pourquoi, mais simplement, c'est la chose suivante. Mon premier fait stylisé, c'était les marchés sont très endogènes. Donc ça, c'est surtout des travaux de Bouchot et collaborateurs qui ont montré que les marchés étaient très endogènes. Comment est-ce que vous codez ça dans un processus de Hawkes? En fait, vous codez ça en imposant que la norme L1 de la plus grande valeur propre de cette matrice soit proche de 1. Si vous imposez que la norme L1 de la plus grande valeur propre de cette matrice soit proche de 1, vous avez un marché qui est très endogène. C'est quoi l'intuition derrière? C'est très simple. Vous voyez bien que dans l'intensité d'un processus de Hawkes, il y a une forme autorégressive. Je regarde les sauts passés pour voir les sauts futurs. Il y a une forme autorégressive, en fait, ça ressemble à un processus autorégressif classique. Pensez au processus autorégressif classique, xn plus 1 égale ρxn plus epsilon. Un processus autorégressif classique, xn plus 1 égale ρxn plus epsilon, la condition pour qu'il y ait une solution stationnaire, c'est que le ρ doit être plus petit que 1. D'accord, vous voyez bien, la condition de stabilité, c'est ρ plus petit que 1. Si ρ se rapproche de 1, vous avez un processus autorégressif qui devient quasi instable. En fait, c'est exactement la même chose ici. Le fait d'avoir la norme L1 proche de 1, ça veut dire que vous êtes presque au niveau d'instabilité où le marché devient totalement endogène. D'accord? Donc c'est vraiment la même intuition ici, j'ai pas le temps de donner trop les détails, mais la norme L1 de la plus grande valeur propre proche de 1, c'est la même interprétation que le coefficient d'un processus autorégressif qui est proche de 1. Vous êtes vraiment à la limite de stabilité. Ça, c'est la première chose. Deuxième effet, pas d'arbitrage. Okay, il doit y avoir des non-arbitrages statistiques. Comment je vais traduire ça? Je vais dire qu'en moyenne, vous devez avoir autant de sauts vers le bas que de sauts vers le haut. Okay, donc en moyenne, vous avez autant de sauts vers le bas que de sauts vers le haut. C'est raisonnable. Ça se traduit en imposant que phi 1 plus phi 3 égale phi 2 plus phi 4. D'accord? Le troisième point, c'était acheter n'est pas la même chose que vendre. Ça, je passe les détails. Ça se traduit en disant que la fonction phi 2, ça ne doit pas être la même que la fonction phi 3. D'accord? Ça, c'est acheter n'est pas la même chose que vendre. Et puis le fait qu'il y a ces métaordres, là, qui est cet ordre là, qui dure entre 8h du matin et midi. Comment je traduis la présence de métaordres? Ça se traduit en imposant que les fonctions phi ici aient des queues épaisses. C'est très logique. Hein. Une fonction phi qui a des queues épaisses, ça veut dire que vos t moins tau i, quand vous allez faire phi de t moins tau i, même si t moins tau i est grand, phi de t moins tau i, comme phi a des queues épaisses, phi de t moins tau i ne va pas être trop petit quand même. Donc vous gardez de l'influence sur le marché. Et donc typiquement ce qu'on trouve sur les données, c'est que les fonctions phi, elles décroissent en 1 sur x puissance 1 plus alpha, avec alpha de l'ordre de grandeur de 0,6. D'accord, c'est ce qui est observé sur le marché. Donc vous voyez, c'est très agréable. Ça m'a complètement spécifié mon processus de Hawkes. Okay, mes 4 faits stylisés, c'est presque une bijection. Ça me spécifie les paramètres de mon processus de Hawkes. Il faut la norme L1 de la plus grande valeur propre de cette matrice qui soit proche de 1. Il faut ça plus ça égale ça plus ça. Il faut que phi 3 soit différent de phi 2. Et il faut que mes fonctions aient de queue épaisse. Voilà. Donc ça, je passe. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai mon processus de Hawkes, okay, qui représente 1 heure de trading ou 1 jour de trading. Et maintenant, je le prends avec les paramètres qui m'ont été imposés par la modélisation. Donc je prends les paramètres imposés par cette modélisation. Et mon processus de Hawkes, je fais t tend vers l'infini. Okay, je fais le temps tend vers l'infini. C'est là que je raccroche avec le thème de la journée, long terme. Donc je fais le temps qui tend vers l'infini. Et puis, je fais le temps qui tend vers l'infini. Donc maintenant, je lance mon processus de Hawkes sur 3 ans. Et puis évidemment, je fais un rescaling. Je le remets sur mon écran d'ordinateur. Je l'ai lancé sur 3 ans, mais je le remets sur mon écran d'ordinateur et je multiplie par la bonne constante devant. D'accord? Donc ça me donne la dynamique du prix long terme. Okay, c'est la dynamique du prix long terme qui est issue de ma modélisation microscopique. Si je fais ça, si je lance mon processus de Hawkes sur 3 ans, que je le remets bien sur mon écran et que je multiplie par la bonne constante, qu'est-ce qui sort? Exactement le modèle de Ruff-Eston. Okay, donc le modèle Ruff-Eston, c'est la limite long terme de ces processus de Hawkes. Donc c'est la limite long terme de mon prix haute fréquence microscopique. Donc on obtient ça très naturellement. Quel est l'indice de Hurst que vous obtenez? Alpha moins demi. Okay, le alpha, je vous rappelle, c'était la queue de distribution de la fonction phi. Et le alpha, il est d'ordre de grandeur. Tout ça, c'est des ordres de grandeur, évidemment. Le alpha, il est d'ordre de grandeur 0,6. Donc vous trouvez bien par un indice de Hurst qui est de l'ordre de grandeur 0. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ici?
On est en train de dire tout simplement que si vous mettez en... Alors, ok, c'est de manière très simpliste et c'est de manière jouet, mais si vous mettez ensemble 4 faits stylisés du marché haute fréquence qui sont pas tellement attaquables, okay, que les marchés soient endogènes, qu'il y ait des méta-ordres, qu'il n'y ait pas d'arbitrage, c'est pas tellement attaquable. Je mets tout ça ensemble de manière très simple avec les processus de Hawkes. Qu'est-ce qui sort automatiquement? Graph Volatility. Donc ça vous dit que les modèles de type Graph Volatility, en fait, c'est un peu naturel. D'accord, c'est pas le hasard qu'on trouve ça, c'est mécanique, c'est quasiment mécanique qu'on trouve ce comportement pour la volatilité. Donc ça c'est intéressant, ça nous permet d'un peu mieux comprendre le marché. Et puis dans les 5 dernières minutes, je dis mais maintenant à quoi ça sert? Bon, c'est intéressant, mais maintenant on a envie de s'en servir. Donc je reprends mon modèle Rapheston généralisé, qui était celui-là. Et ce que j'ai envie de faire, c'est comme pour le processus, comme pour le modèle de Heston classique, j'ai envie de calculer la fonction caractéristique. Et puis en fait, même mieux, parce que moi j'ai envie de faire du hedging, j'ai envie de calculer la fonction caractéristique conditionnelle. Parce que si j'ai la fonction caractéristique conditionnelle, là, je pourrais faire du hedging. Ça a de l'ambiance aujourd'hui. Ok, bon alors, comment on peut faire? Si vous attaquez le problème directement, calculer la fonction caractéristique directement à partir de ces équations-là, c'est très difficile. Alors en fait, ex post, c'est pas si difficile. Finalement, il y a des gens qui ont compris comment calculer la fonction caractéristique directement à partir de là. Mais comment nous on a fait à l'époque? On ne savait pas calculer la fonction caractéristique à partir de cette équation-là. Mais on a un petit peu fait des calculs et on s'est rendu compte qu'on était capable de calculer la fonction caractéristique des processus de Hawkes. D'accord? On est capable de calculer la fonction caractéristique des processus de Hawkes. On sait que les processus de Hawkes convergent en loi vers notre processus Rapheston. Donc la fonction caractéristique du Rapheston, ça va être simplement la limite des fonctions caractéristiques des processus de Hawkes. Donc c'est ce qu'on a fait. On a calculé les fonctions caractéristiques des processus de Hawkes et on est passé à la limite et ça nous a donné la fonction caractéristique du modèle Rapheston. Ce slide est très facile à comprendre, c'est la fonction caractéristique du modèle Rapheston, mais en fait c'est très simple, c'est exactement le même résultat que Heston. C'est le même résultat de Heston à un petit détail près, c'est que vous vous rappelez que dans le modèle de Heston, il y avait une équation de Riccati qui intervenait, et on a la même équation de Riccati qui intervient dans les modèles Rapheston, si ce n'est qu'au lieu d'avoir une dérivée en temps classique, vous remplacez cette dérivée en temps par une dérivée fractionnaire. D'accord? Donc vous avez exactement le même résultat que Heston, c'est ça qui est assez spectaculaire, mais dans l'équation de Riccati, vous remplacez la dérivée en temps par une dérivée fractionnaire. Autrement, ça c'est exactement la même forme que dans le modèle de Heston. D'accord? Donc c'est quelque chose d'intéressant, on obtient vraiment le même résultat que Heston, mais en remplaçant la dérivée en temps par la dérivée fractionnaire. La petite arnaque, c'est que là il n'y a pas de solution explicite. Il n'y a pas de solution explicite, mais numériquement c'est pas un truc très compliqué. C'est juste résoudre une équation fractionnaire comme ça, il y a plein de méthodes numériques, donc c'est pas quelque chose de très compliqué. Voilà. Donc ça c'est bien. Et donc, pour terminer, maintenant, donc ça, ok, on sait calculer la fonction caractéristique, donc on a un prix, mais on n'a pas de hedge, donc c'est pas vraiment un prix en fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir le hedge? La première remarque qu'on fait, c'est de remarquer que, vous vous rappelez, j'ai considéré une version généralisée du modèle de Heston où le niveau de retour à la moyenne peut être égal à une fonction dépendant du temps. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Donc la première chose que je remarque, c'est que ce θ0 ici, vous pouvez l'exprimer en fonction de caractéristiques du marché. Cette fonction, vous pouvez l'exprimer en fonction de la courbe de variance forward. Okay, donc la courbe de variance forward, c'est simplement la courbe des espérances de volatilité future. Donc j'exprime cette fonction θ en fonction de la courbe de variance forward et juste je réexprime ma fonction caractéristique. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de montrer qu'en fait, le résultat suivant, c'est le résultat important, c'est que les lois conditionnelles d'un processus de Heston généralisé restent un processus de Heston généralisé. D'accord? Donc si je regarde, c'est pour ça que j'ai introduit cette généralisation des processus de Heston. Si je regarde un processus de Heston généralisé, c'est-à-dire avec ce niveau de retour à la moyenne qui dépend du temps, si je regarde la loi conditionnelle d'un processus de Heston généralisé, ça reste un processus de Heston généralisé, si ce n'est que je vais changer la fonction de retour à la moyenne. Donc je change le θ0 à chaque fois que je fais un conditionnement. Et donc, je peux écrire ça de cette manière-là. Et donc finalement, ce qu'on obtient, en utilisant ça, en utilisant le fait que, comme la loi conditionnelle d'un processus de Heston généralisé, c'est un processus de Heston généralisé, et que je sais calculer la fonction caractéristique d'un processus de Heston généralisé, je sais calculer la fonction caractéristique conditionnelle d'un processus de Heston. Okay, donc c'est vraiment très simple. Je sais calculer la fonction caractéristique d'un Rapheston généralisé, et je sais que la loi conditionnelle d'un Rapheston généralisé est un Rapheston généralisé. Donc je sais calculer la fonction caractéristique conditionnelle d'un Rapheston. Et donc le résultat c'est celui-là. Ça c'est la fonction caractéristique conditionnelle d'un modèle Rapheston. Et donc ce qu'on montre, c'est juste après appliquer la formule d'Ito, c'est qu'en fait, vous pouvez tout exprimer en fonction du stock et de la courbe de variance forward.
D'accord? Donc en fait, là c'est mon dernier slide, la conclusion c'est qu'ici vous avez un edge complètement explicite qui vous dit qu'en fait le modèle de Heston, de la version RAF du modèle de Heston, au fond elle est markovienne en stock et courbe de variance forward. Donc là vous allez me dire, ce sera ma dernière remarque, ok, ça veut dire qu'on peut couvrir un produit dérivé, on peut couvrir le risque avec l'actif et la courbe de variance forward. Mais la courbe de variance forward, ça ne se traite pas en vrai. Ce n'est pas un instrument qui est traité. Donc ça c'est vrai. Néanmoins, vous pouvez la construire et puis vous pouvez l'approximer avec des variants swap. Mais en fait, plus fondamentalement que ça, et ça je pense c'est une remarque très importante, en fait, vous avez deux mouvements browniens au départ. Dans mon modèle RAF-Heston, il y a deux mouvements browniens. Donc en fait, on sait que je peux couvrir juste avec le stock et une option. J'ai deux mouvements browniens, j'ai deux sources de risque, je peux couvrir avec le stock et d'options. Ce que ça vous dit ici, c'est que le nombre d'options qu'il faut mettre dans votre portefeuille de couverture, c'est pas une sensibilité, c'est pas un delta ou un vega ou un truc comme ça. C'est pas une sensibilité. Vous allez calculer le nombre d'options qu'il faut mettre dans votre portefeuille à partir de la courbe de variance forward. Donc en un sens, vous avez le droit de faire des sensibilités, mais sensibilité par rapport au stock et par rapport à la courbe de variance forward. Et après, si vous avez envie, vous pouvez remplacer la courbe de variance forward par une option. Mais surtout, c'est que le prix, le nombre d'options que vous mettez dans votre portefeuille, ça n'a rien à voir avec une sensibilité. Vous ne pouvez pas le calculer a priori. Vous pouvez simplement le calculer si vous connaissez cette formule et si vous avez accès à la courbe de variance forward. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.